plaidoyer pour l'adoption de la loi sur le quota genre, une initiative qui ferait du rêve de la parité homme-femme une réalité. Des experts internationaux sur le bord de la lagune ébriés pour échanger leur expérience en matière de réduction de la pauvreté. Et puis au Mali, des journalistes se forment au traitement de l'actualité post-conflit. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. La parité homme-femme au cœur d'un plaidoyer initié par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Cette organisation est pour l'adoption d'une loi sur le quota genre, un combat de longue haleine qui, s'il est gagné, permettrait à la gente féminine de s'affirmer. Michel Mambo pour en savoir plus. 5 femmes ministres sur 36 dans le gouvernement ivoirien. 25 sur les 225 députés que compte l'Assemblée nationale et 10 femmes maires sur les 200 enregistrées dans les conseils municipaux en Côte d'Ivoire. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. En Côte d'Ivoire, la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision relève encore de l'utopie. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, IFES, engagée dans cette longue lutte, n'entend pas pour autant lâcher prise. Elle lance un plaidoyer pour l'adoption d'une loi sur le quota genre, un préalable avant l'obtention de la parité homme-femme. Ce n'est pas pour prendre leur place ou bien qu'ils enlèvent cette affaire de compétition dans leur tête. Nous sommes complémentaires. Regardez au Sénégal, regardez au Burkina à côté de nous, ce pays frère. La Côte d'Ivoire est en retard. Et le principe du relèvement du taux de représentativité des femmes dans les sphères de prise de décision est acquis. Le gouvernement est d'accord. Mais ils nous ont demandé de faire en sorte que le projet que nous allons présenter ne soit pas anticonstitutionnel. Parce que notre constitution donne le principe de l'égalité entre l'homme et la femme. À partir de ce moment, on ne parlerait peut-être plus de quota, mais de parité. Volonté manifeste donc du gouvernement ivoirien quant à la promotion des femmes. Mais ces dernières ne demandent qu'à voir pour croire. Elles n'attendent que d'être effectivement nommées dans les instances de décision pour participer aux côtés des hommes, leurs partenaires, au développement de la Côte d'Ivoire. La réduction de la pauvreté est un autre pari que veut gagner les gouvernants. Pour y arriver, des experts venus de plusieurs pays africains partagent leurs expériences sur les bords de la lagune ébriée, ce qui va booster la performance des structures nationales en charge de la coordination des actions en matière de population. Le reportage de Michel Digré. Au terme de cet atelier d'Abidjan, les délégations sous-régionales ont entre leurs mains un éventail de leçons apprises et de bonnes pratiques pour améliorer l'efficacité des politiques nationales de population. Il s'agira désormais de susciter un fort engagement politique des autorités pour la prise en compte des questions de population. L'un des défis sera de disposer de données actualisées permettant d'assurer un meilleur suivi des progrès réalisés. Les experts encouragent également la coopération sud-sud afin de mener des actions concertées, notamment sur les questions de migration, de droits humains et de VIH-Sida. La dernière née des offices de population est l'office ivoirien. Comme ça permet à cet office ivoirien de se nourrir des expériences par ailleurs dans la sous-région, mais de bâtir le modèle ivoirien. La Côte d'Ivoire a adopté en 2010 une nouvelle politique nationale de la population. Le ministère du Plan et du Développement en assure la mise en œuvre à travers l'Office national de la population. Nous avons amorcé une croissance économique. Il s'agira pour la Côte d'Ivoire et pour l'ONP de mettre en place les outils stratégiques afin de pouvoir capitaliser les retombées et pour que chaque membre de la population sache qu'il y a quelque chose qui est fait pour lui et il peut en profiter. L'objectif final étant d'éliminer la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie des populations. La recherche, moteur de tout développement, une solution contre la pauvreté. Mais le financement faisant défaut ralentit cet élan de développement. Un colloque sur la recherche en histoire s'est ouvert à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour déterminer les failles du système afin d'y remédier. On en parle avec Hamza Diaby.
Des étudiants doctorants sans bourse, le manque de financement pour les recherches et l'insuffisance de matériel bureautique sont entre autres les maux qui minent le système universitaire des étudiants doctorants en histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le doctorant est confronté à plusieurs problèmes. D'abord la recherche documentaire. Notre premier outil de travail, ce sont les documents. Mais en plus, même l'étudiant n'a pas réellement droit à la bourse. Sans argent, on ne peut pas faire nos recherches. Pour répondre à toutes ces préoccupations, le directeur de la recherche, professeur Koulibaly Kati, annonce que dans un futur proche, des moyens seront dégagés pour financer l'école doctorale. Il soutient également que ce colloque permettra aux étudiants doctorants d'écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le colloque a pour objet donc de permettre aux étudiants doctorants de présenter leurs travaux dans les différents domaines de recherche sur les thématiques sur lesquelles ils travaillent, pour permettre à l'ensemble du corps enseignant d'apprécier l'évolution et surtout la qualité de leurs recherches et le stade atteint dans l'élaboration de leurs projets de thèse. Le doyen de l'UFR salue l'initiative et encourage les associations d'étudiants doctorants. Nous encourageons les étudiants à promouvoir, à faire l'effort dans le sens de la recherche. Voilà. Ce qu'on peut tirer, c'est qu'au sortir d'ici, nous saurons quand même avec les différents exposés quelle initiative prendre, quelle direction prendre pour financer la recherche. Ce colloque sera l'occasion de créer une plateforme d'échange entre historiens et étudiants doctorants. C'était un reportage de Grâce à Kando. Et puis la Miss Aoulaba 2013 vole au secours du dispensaire d'Aniamon. Elle a fait parler son cœur et a redonné le sourire à plusieurs femmes et enfants de couches défavorisées. Thomas Guessambi nous en dit plus. Grande première action sociale pour Miss Aoulaba 2013 depuis son sacre. La population du village d'Anyama à Ouabo a fait le déplacement dans la cour du dispensaire pour assister à sa remise de dons. Composé essentiellement de matériel sanitaire pour le dispensaire, des vivres et des non-vivres aux mamans et à leurs bébés. Une occasion pour Asse Firmin, chef du village, et le troisième adjoint au maire de la commune d'Anyama, Diarasouba Yaya, pour relever le bien fondé d'une telle action. Pour Esther Alexandrine Ngoran, Aoulaba Côte d'Ivoire 2013, ce don fait partie des actions sociales qu'elle entend mener pour le bien-être des mamans et des bébés dans les villages. Pour cette première action sociale, ce sont plus de 300 femmes de conditions difficiles qui ont été servies par cette reine de beauté africaine. Faisons un tour dans la commune de Treichville où le brassage culturel et social est particulier. Ndima Kotoko, sénégalais, nigérien, burkinabé et ivoirien, pour ne citer que cela, cohabitent parfaitement. L'entraide, la bonne entente des vertus partagées tous les jours qui font de Treichville la commune Nzassa. Un petit problème technique. Nous partons à l'étranger, au Sénégal. Les bouchers formés sur le tas se professionnalisent à l'hygiène, la maîtrise des techniques de découpage de la viande intégrée pour mieux exercer leur métier. Un professeur rompu à la tâche, des étudiants très concentrés. Leur sujet d'étude, 7 carcasses de bœuf. Ces apprenants, tous des bouchers sélectionnés dans certains marchés de Dakar, retournent à l'école pour réapprendre leur métier. Formés sur le tas, ces bouchers vont être recyclés en 2 semaines pour être plus compétitifs face aux offres des boucheries de supermarchés. Ils connaissent le métier de façon routinière. Ils ne l'ont pas appris à l'école, donc autrement de façon professionnelle. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, on essaie de relever leur niveau en leur montrant ce que, d'abord, dans la théorie, ce qu'ils doivent savoir, pour que dans la pratique, ils puissent l'appliquer à la demande des clients. Dans plusieurs marchés de Dakar, voici le visage des boucheries.
Des bouchers sans grande qualification, travaillant sans aucun respect des normes d'hygiène ou de découpe de la viande. Ces stagiaires, tous issus de cet environnement, sont tout simplement émerveillés par ce qu'ils apprennent ici. Ça fait près de 15 ans que je suis dans le métier, mais ce que j'ai appris en une semaine est inestimable. Je peux vous assurer qu'il y a déjà beaucoup de changements à mon niveau. Très souvent, quand les clients cherchent des parties dont on ne connaît pas les noms, nous leur répondons qu'il n'y en a pas. Là, je me rends compte que nous perdons beaucoup de clients par ignorance. Voilà pourquoi cette formation est capitale pour nous. D'ici 2018, l'Association nationale des professionnels de la viande et du bétail du Sénégal, qui a initié ce recyclage, compte former 7000 acteurs de la boucherie aux bonnes pratiques dans le métier. Ce vaste programme d'assainissement du secteur prévoit également l'ouverture de 1000 kiosques de vente de viande rouge dans la région de Dakar. Bon appétit si vous êtes à table. Partons maintenant pour le Mali où l'heure est à la réconciliation. Le Mali qui sort d'une crise militaro-politique forme les journalistes sur le traitement de l'actualité post-conflit. Les équipements sont prêts à Bamako, ils n'attendent plus que les journalistes. Produire 2 heures d'émissions quotidiennes, journaux et magazines en français et dans 4 langues nationales maliennes, c'est le pari de Studio Tamani. Le programme, initié par la Fondation Suisse Hirondelle, sera diffusé sur le réseau des radios maliennes. Un projet, mais surtout une idée bien précise du traitement de l'information. Donner une information impartiale, indépendante, et sur un réseau de 24, pour commencer, radios privées et locales. Donc de pouvoir donner cette information un peu à tout le pays, au nord et au sud. L'idée est celle de contribuer au processus de réconciliation et de paix. Pour participer au projet, une quinzaine de journalistes ont été recrutés et formés. Objectif, indépendance et rigueur journalistique. Nous sommes avec des gens venant d'un peu partout, des médias de l'État, de la presse privée, de la presse écrite, de la radio. Nous sommes avec des jeunes aussi qui font tous leurs premiers pas. Bon, tout ça, ça complique un peu les choses, mais nous espérons que nous allons pouvoir relever le défi. Studio Tamani, c'est 18 mois de projet et un budget de 2 millions d'euros, financé pour moitié par l'Union européenne. Mais il manque encore des sous pour boucler cette initiative ambitieuse. Nous l'aurons réussi si chaque jour, cette production de 2 heures parvient effectivement aux populations du Mali dans la langue qu'ils parlent au quotidien. Et nous voulons atteindre les hameaux les plus reculés du pays. De Tombouctou à Bamako, l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, est partenaire de l'opération. À terme, 60 stations radiophoniques devraient diffuser les programmes de Studio Tamani. Des journaux d'information, mais aussi des débats contradictoires pour accompagner le Mali dans son aventure démocratique post-électorale. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Treichville où le brassage culturel et social est particulier. Nzima Kotoko, sénégalais, nigérien, burkinabé et ivoirien cohabitent parfaitement. L'entraide, la bonne entente des vertus partagées tous les jours qui font de Treichville la commune Nzassa. Suivez plutôt. Treichville, quartier Apollo. Atmosphère bon enfant dans cette cour qui abrite Nzima et Burkinabé. Ezan-Marie, la reine-mère d'Nzima Kotoko de Treichville et sa sœur Madeleine vivent ici dans la cour royale, héritée de leur défunt père. À côté, Salimata Ouedraogo et sa famille. Tout est fait pour maintenir l'entente et renforcer les liens. Des liens forts qui les unissent depuis près de 20 ans. Le quartier Ezan-Pascal, c'est un village parce qu'il y a un brassage. Nous sommes les Nzima Kotoko. Et nous vivons en bonne entente avec d'autres ethnies. On vit bien ensemble ici, il n'y a pas de problème. La cohabitation est bonne, on s'entend. Non loin de là vivent plusieurs familles sénégalaises. Badara Ndoye, un Sénégalais né ici dans les années 40, est un ami de la famille Ezan. On habite dans le quartier Apollo, je suis Sénégalais, né en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai jamais eu de problème. C'est la famille
Elsan Pascal, à côté, qui vous ont dirigé ici, la famille du chef Apollo. Donc on a toujours cohabité, ce sont mes sœurs même. Au quartier Biafra, un autre exemple de cohabitation pacifique, Souebatou Karima, une ressortissante nigériane, vit en parfaite harmonie avec ses voisins baoulés. Elle a vu naître Justine Ndri, qu'elle considère comme sa fille. Et puis, mon mari l'est marié, moi, habillé en Nigeria, venu ici. C'est posé ici. Depuis ma soeur fait ici, là, il n'y a pas parlé à boulot. Le quartier Apollo, quartier Biafra, des quartiers où vivent des communautés de la sous-région, Haoussa, Sénégalais, Nigériens, Béninois, Togolais. Ce qui a valu à Treichville son appellation de commune Nzassa. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.